Bien, bonjour les élèves de seconde. Je vous retrouve aujourd'hui toujours dans notre thème 2 sur le développement et les inégalités qui lui sont propres. Et nous sommes toujours dans notre grand 1 qui s'intitulait La complexe notion du développement humain. Et donc nous avions vu dans ce grand 1 qu'il était déjà difficile de mesurer le développement et que on avait vu qu'il était notamment difficile déjà de choisir quel indicateur statistique il fallait utiliser pour pouvoir définir le développement. Et donc on avait vu qu'on avait à la fois des indicateurs statistiques ciblés comme par exemple le PIB ou par exemple le taux de mortalité infantile. Et puis on avait des indicateurs aussi plus globaux hein, qui mélangent différents types de données comme l'indice de pauvreté multidimensionnelle, l'indice de participation féminine, le coefficient de Gini ou l'IDH, l'indice de développement humain. Bref, à partir de tous ces indicateurs, eh bien, ça va nous permettre de voir dans un petit 2 que le développement globalement sur Terre, il est en progrès, mais qui reste encore très inégal selon les territoires. Alors globalement, comme le dit le titre, hein, le développement humain, il progresse dans le monde. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif des choses, hein. Par exemple, en un peu moins de 30 ans, hein, depuis 1990, alors que la population mondiale a augmenté de plus de 2 milliards, hein, elle était d'environ 5,3 milliards en 1990, elle est d'environ 7,6, 7,7 milliards aujourd'hui, eh bien, de nombreux progrès ont été accomplis en 30 ans. Déjà, par exemple, dans le domaine social, on a plus d'un milliard de personnes qui ne vivent plus dans ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Et 2,1 milliards de personnes ont accédé à des installations sanitaires améliorées, hein, et plus de 2,6 milliards à une source d'eau potable améliorée. Alors, qu'est-ce que ça signifie, hein? Les installations sanitaires améliorées, c'est tout simplement ne plus être obligé d'aller faire ses besoins dans la rue, mais d'avoir peut-être une fosse d'aisance qui a été creusée, un lieu qui va être attribué aux besoins d'évacuer ces déchets organiques. De même que l'accès à une source d'eau potable améliorée, ça peut être tout simplement la construction d'un puits qui va donc permettre à des gens d'avoir un accès à l'eau potable. Il y a eu également des progrès dans le domaine de la santé, hein, par exemple la mortalité juvénile, c'est-à-dire celle qui concerne les enfants de moins de 5 ans, à ne pas confondre avec la mortalité infantile, qui est la mortalité qui concerne les enfants de moins de 1 an. Eh bien, la mortalité juvénile a diminué de plus de moitié dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de jeunes de moins de 5 ans qui meurent aujourd'hui qu'il y a 30 ans. L'incidence du VIH, c'est-à-dire du sida, l'incidence du paludisme, qu'on appelle aussi la malaria, qui est une maladie qui est transmise par le moustique et qui provoque chaque année plusieurs centaines, voire de milliers, voire des millions de morts, et l'incidence de la tuberculose, qui est une maladie pulmonaire, eh bien, toutes ces maladies ont des conséquences moins lourdes au niveau perte humaine, donc on dit que leur incidence a baissé. De même, il y a eu des progrès dans le domaine de la parité hommes-femmes. Par exemple, la proportion de sièges parlementaires, donc de sièges au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui est occupée par des femmes à l'échelle mondiale, a augmenté de 6% depuis 2010. Donc les femmes participent de plus en plus à la vie politique. Et je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que lors des dernières élections législatives en France, pour la première fois, 4 femmes sur 10, du moins 4 députés sur 10 étaient des femmes qui représentaient donc 40% des députés à l'Assemblée nationale. C'était une première. Donc l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment vis-à-vis de leur mari hein, ou de leur père, font désormais partie intégrante de tout discours sur le développement. Donc, et d'ailleurs, on retrouve de plus en plus de leaders dans le monde du développement qui peuvent être des femmes. Je pense notamment à une leader dans le Somaliland, par exemple. Dans le domaine environnemental également, il y a eu des progrès, même si on nous alerte hein, tous les jours sur la perte de biodiversité, sur des destructions de forêts liées aux incendies ou aux déforestations. Eh bien, malgré tout, en 30 ans, la perte mondiale nette de superficie forestière a diminué de moitié. C'est-à-dire qu'on déforestait plus en 1990 qu'on déforeste
aujourd'hui proportionnellement. Et là aussi, le discours environnemental, il est systématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression peut-être qu'on touche davantage à l'environnement, qu'on s'en prend davantage à l'environnement. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, alors qu'il y a 30 ans, eh bien, on continuait de déforester, des espèces disparaissaient, mais on n'en parlait pas. Pourtant, après ce petit point d'optimisme et de cette petite analyse positive, pourtant le monde reste confronté à de nombreux problèmes complexes de développement, hein, et certains problèmes persistent, comme par exemple les privations, hein, ça peut être privation de logement, de nourriture, d'eau, de sécurité. D'autres s'aggravent, hein, notamment les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Elles s'aggravent, hein, au niveau mondial. Les plus riches concentrent de plus en plus de richesses, les plus pauvres se partagent de moins en moins de richesses, et d'autres encore, d'autres nouveaux problèmes surgissent. C'est notamment le cas de l'extrémisme violent, alors quel qu'il soit, ça peut être l'extrémisme religieux, l'extrémisme politique, l'extrémisme racisme, l'extrémisme séparatiste, l'extrémisme communautaire, l'extrémisme environnemental, l'extrémisme, je sais pas moi, végétarien ou vegan. Bref, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus extrémistes, comme si on ne pouvait plus s'entendre et discuter les uns avec les autres. Alors, pour vous donner quelques exemples de problèmes de développement et vous donner quelques chiffres, hein, je peux vous dire par exemple qu'une personne sur 9 dans le monde souffre de la faim. Une personne sur 9, toute proportion gardée, c'est-à-dire que dans la classe, il y aurait 4 élèves qui auraient faim tous les jours. Et une sur 3 de malnutrition. Là, ça voudrait dire que dans la classe, il y a 12 élèves qui sont malnutris, c'est-à-dire qui ne mangent pas de façon équilibrée. Par exemple, ils mangent que des légumes, jamais de viande. Bon, vous allez me dire aujourd'hui c'est à la mode. Mais ou bien qui mangent trop gras, trop salé, bref, une alimentation qui est déséquilibrée, donc on parle de malnutrition. Pour donner d'autres chiffres, 18 000 personnes meurent chaque jour des effets de la pollution atmosphérique. Donc même si on vous dit que dans le domaine environnemental, il y a des progrès, chaque jour, on a à peu près 18 000 personnes qui meurent à cause de la pollution due au rejet de CO2 dans l'atmosphère, des gaz polluants des automobiles, des usines, etc. Le VIH, donc le virus du sida, hein, infecte 2 millions de personnes par an. Donc ça vous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. De plus, la plupart des problèmes se renforcent mutuellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que par exemple les changements climatiques qui sont en train de se dérouler, hein, malgré les dénégations de certains, les changements climatiques compromettent par exemple la sécurité alimentaire. S'il y a de plus en plus de sécheresse, évidemment les récoltes risquent d'être de plus en plus mauvaises. De même, s'il y a de plus en plus d'inondations dans des zones où on pratique par exemple la riziculture, et si ces inondations sont violentes, ou s'il y a des cyclones, eh bien ça va compromettre les récoltes, donc des risques de famine, donc de nuire à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Autre problème, l'urbanisation rapide va marginaliser les pauvres des villes, qui vont se retrouver finalement à vivre dans des bidonvilles, parce que il y a tellement de gens qui se rapprochent des villes et qui vont s'installer dans les villes, que finalement la construction de logements ne suit pas, et donc comme vous avez besoin d'un toit sur la tête, eh bien vous vivez dans un habitat précaire. Finalement, quelle que soit leur portée, ces défis ont une incidence négative, hein, donc sur le bien-être des populations qui, évidemment, ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous, du moins j'espère la plupart d'entre nous. Il y a d'autres problèmes en fonction des différentes échelles. Certains problèmes, par exemple, sont mondiaux. Par exemple, les inégalités entre les hommes et les femmes, là, c'est un problème qu'on retrouve quasiment dans toutes les sociétés, hein, y compris la nôtre, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec l'exemple des 40% de femmes députées qui est le meilleur chiffre qu'elles aient connu depuis qu'il y ait des élections législatives. Certains problèmes, par contre, sont plus régionaux, les pénuries d'eau. On ne peut pas dire à proprement parler qu'on manque d'eau en Limousin, même si des fois il y a des restrictions l'été, mais vous ne vous retrouvez pas à devoir manquer d'eau et souffrir d'un manque d'eau chez vous. D'autres problèmes encore sont locaux. Par exemple, les catastrophes naturelles. On l'a vu en France cet automne, eh bien, les Alpes-Maritimes ont été frappées par des inondations violentes. Le Limousin, pas du tout. Du moins, peut-être que la Vienne a un petit peu débordé, mais vous n'en avez pas subi de grosses conséquences. Euh, on peut parler également de la situation du développement des femmes dans le monde, hein. Chaque année, environ 15 millions de filles se marient avant l'âge de 18 ans. Donc vous voyez, mesdemoiselles, hein, qui êtes en seconde, ça devrait être bientôt votre tour, hein, si vous n'étiez pas en France. Soit une jeune fille de moins de 18 ans qui se marie toutes les 2 secondes. Donc vous comptez, dans une minute, il y a 30 jeunes filles, c'est-à-dire la classe. Euh,
Bon, on va dire qu'il y a 17 jeunes filles dans la classe, donc même un peu moins, hein, il faudrait un peu moins de temps même pour que toutes les jeunes filles de la classe soient mariées. Dans toutes les régions, les femmes ont une plus grande espérance de vie que les hommes. Ça, tant mieux, les femmes, c'est classique, elles vivent plus longtemps que les hommes, moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète, moins d'un certain nombre de maladies. Dans la plupart des régions, la durée attendue de scolarisation des filles est comparable à celle des garçons. Pourtant, dans toutes les régions, l'indice de développement humain des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes. C'est-à-dire que les femmes, globalement, ben, vont avoir, pourtant, alors qu'elles ont une espérance de vie plus élevée, que théoriquement elles devraient aller à l'école aussi longtemps que les hommes, et bien elles ont un indice de développement humain inférieur, ça veut dire qu'en moyenne aussi, elles sont moins riches que les hommes. La plus grande différence, elle est constatée encore une fois en Asie, hein. Vous savez qu'en Asie, il y a un problème vraiment assez fort d'égalité entre les filles et les garçons, notamment en Asie du Sud, dans la région de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, où l'indice de développement des femmes est inférieur à 20% de celui des hommes. Donc les femmes, globalement, sont moins favorisées que les garçons dans ces pays-là. Donc en guise de transition, on a noté, hein, dans ce petit 2 que les différences de développement sont très fortes entre les pays et obligent à créer donc une typologie de ces pays, c'est-à-dire à regrouper ces pays par type. On fait souvent des typologies en géographie, on aime bien faire des regroupements, soit par type de pays, soit par niveau d'échelle, l'échelle mondiale, l'échelle régionale, l'échelle nationale, l'échelle locale, l'échelle urbaine. Eh bien ici, on va faire une typologie par type de territoire. Donc nous allons voir justement, pour commencer cette typologie, qu'en grand 2, les territoires à l'échelle mondiale sont inégalement développés. Et autour de cette problématique, quelles sont les inégalités de développement dans le monde? Et en petit 1, nous allons noter le constat évidemment de l'inégal développement dans le monde. Alors, concernant cet inégal développement, eh bien, il y a une véritable prise de conscience après la Seconde Guerre mondiale, hein, notamment des inégalités économiques qui sont très fortes et qui existaient déjà évidemment, mais il y a une prise de conscience après la Seconde Guerre mondiale, notamment par le biais de la création de l'Organisation des Nations Unies, qui ne se contente pas que de chercher à maintenir la paix dans le monde, mais qui essaye également d'œuvrer à un développement plus égal du monde et à lutter contre la pauvreté, les maladies, contre un certain nombre de difficultés qui touchent les pays ou les peuples les plus en difficulté. Et bien donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a une prise de conscience des inégalités économiques et notamment aussi avec la fin des colonies et l'émergence de nouveaux pays, car ces nouveaux pays souvent vont appartenir à un groupe de pays qui va être qualifié de pays du tiers-monde, hein, d'après l'appellation d'un sociologue français qui s'appelle Sauvy. Ces pays du tiers-monde, on les a souvent associés à des pays pauvres. Donc cette prise de conscience des inégalités économiques va provoquer un véritable changement de vocabulaire, hein. On distingue alors les pays dits riches ou industrialisés des pays dits sous-développés. Puis ce terme de pays sous-développé, hein, il va devenir péjoratif, donc il va avoir une connotation négative, et il va être remplacé par celui de pays en voie de développement. Donc au lieu de dire que c'est un pays sous-développé, par opposition aux pays développés que sont par exemple la France, l'Allemagne, les États-Unis, on va parler de pays en sous-développement ou de pays en développement. Bon, c'est une appellation qui a ses limites, hein, car tous les pays se développent à l'échelle mondiale. Donc si vous dites un pays en développement, ben, ça concerne finalement autant la France que le Mali. Les deux pays sont en développement, sauf qu'il y en a un qui part de beaucoup plus haut et l'autre de beaucoup plus bas. Dans les années 1980 apparaissent les termes Sud et Nord. Et alors ce sont des termes, hein, dans le domaine économique, parce que à l'origine, la plupart des pays riches étaient situés dans l'hémisphère nord. Et la plupart des pays pauvres étaient situés dans l'hémisphère sud. Sauf qu'il y a des pays riches aujourd'hui qui sont dans l'hémisphère sud et des pays pauvres ou en voie de développement qui sont situés dans l'hémisphère nord. Donc cette notion économique de pays du sud ou pays du nord a aussi ses limites. C'est aussi dans les années 80 qu'apparaît l'expression de triade. Vous savez, la triade, ça regroupe les trois régions du monde les plus dynamiques économiquement, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, l'Amérique du Nord, grosso modo, États-Unis, Canada, l'Europe de l'Ouest et le Japon, Corée du Sud, en gros. Cette situation était alors en pleine évolution et de moins en moins tranchée, hein. Les termes utilisés sont aujourd'hui nord et sud, au pluriel, pour insister sur la pluralité des situations et la persistance d'inégalités à toutes les échelles. Par exemple, on ne parle plus de triade,
mais on parle d'aires de puissance.